enchaîner avec tout de suite deux sujets concernant les points d'actualité, et en regardant donc ces points d'actualité, vous êtes peut-être un peu étonné en vous disant mais pourquoi Bruno Morin il n'a pas inscrit dans les points d'actualité la conférence de Munich qui démarre demain. Alors, oubli de ma part, pas vraiment. Bien sûr, ça va être une conférence importante concernant la sécurité et la défense en Europe, avec la participation d'une délégation américaine avec le secrétaire d'État et le vice-président des États-Unis, mais tout simplement parce que c'est pas très commode d'aborder cette question si on prend les déclarations venant d'outre-Atlantique de ces 2 ou 3 derniers jours. J'en prends quelques exemples. Le montant des aides et des prêts américains à l'Ukraine depuis février 2022 a été important, c'est vrai. On est aux alentours d'une centaine de milliards de dollars, principalement en armement. Mais il y a 2 jours, vous avez peut-être entendu le président des États-Unis, qui parfois n'est pas à une approximation près concernant les chiffres, dire, eh bien, voilà, l'Ukraine nous doit 500 milliards de dollars. Bon, d'où le chiffre sortait, ça je ne sais pas, mais effectivement, c'est un chiffre qui, s'il était considéré comme une vérité ou une vérité alternative, ne serait pas sans poser des problèmes très importants, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour la manière dont on peut travailler avec les partenaires américains si les chiffres varient de telle manière. La deuxième chose que l'on a pu observer, eh bien, c'est l'annonce, quand on entame des perspectives de négociation, eh bien, d'annoncer la couleur avant même que la négociation démarre effectivement. D'annoncer que les territoires occupés par les troupes russes resteraient russes. Quelque part, ce n'est peut-être pas la manière la plus efficace de démarrer une négociation, me semble-t-il, et semble-t-il pour la plupart des observateurs. Bon. De même que dire que les territoires, la petite part des territoires occupés par l'armée ukrainienne en territoire russe devait être rendue, c'est amoindrir la capacité de négociation qu'il peut y avoir. Troisième point, et puis j'en rajoute pas, qui peut-être sera débattu demain à la conférence de Munich, c'est de dire eh bien, que concernant les garanties de sécurité, bien évidemment, les États-Unis d'Amérique n'apporteraient pas de garanties de sécurité sur le terrain et ne veulent pas que l'Ukraine devienne adhérente de l'OTAN. Ça aussi, il l'annonçait au départ, ce qui évidemment doit réjouir beaucoup M. Poutine. C'est peut-être une manière bizarre d'entamer la négociation, mais de dire que n'ayant pas, ça renvoie, comme l'a dit le ministre des Affaires, pas des Affaires étrangères, le ministre de la Défense américain, ça veut dire que l'intégralité de la charge d'éventuellement de présence sur le terrain le long de la ligne de cessez-le-feu reviendrait intégralement aux Européens, dont on peut se demander s'ils ont la capacité pour assumer la totalité de cette charge. Donc à la fois il faut se dire que si demain le dossier avance et qu'on s'achemine vers un cessez-le-feu, bien sûr, qui ne s'en réjouirait pas, c'est évident après une guerre qui a fait autant de victimes jusque-là, mais que les conditions dans lesquelles s'engagent les négociations peuvent quelque peu surprendre. Voilà, je ne prendrai pas d'autres verbes. Hein. Voilà. Alors on va regarder 2 points d'actualité qui me semblent reposer sur des choses un peu plus précises et qui sont importantes. C'est les élections allemandes qui sont toutes proches puisqu'elles vont avoir lieu dans 10 jours. Et c'est des élections, bien sûr, on va le voir tout de suite, qui s'inscrivent dans un contexte très important en termes de politique et de défense et de sécurité, et qui concernent bien sûr le pays le plus important de l'Union européenne. À ce titre-là, elles sont fondamentales. Et puis il y a un deuxième sujet dont j'avais retenu le thème parce qu'il me semble important actuellement, c'est qu'après 6 mois
de présidence tournante hongroise au deuxième semestre 2024, qui a été une présidence hongroise, qui ne va pas laisser un souvenir impérissable dans la vie de l'Union européenne. Bon, M. Orban a un certain nombre d'options qui ne sont pas partagées par tous les membres de l'Union. Eh bien, on a une présidence qui démarre depuis quelques jours, quelques semaines, qui est la présidence polonaise et qui a une toute autre dimension avec un leader, donc Donald Tusk, qui est un leader très pro-européen, mais qui mène une politique très active en matière pro-européenne bien sûr, mais en matière de défense et de sécurité, et ce thème-là me semble important. Alors important, vous savez, ces mécanismes de présidence tournante, 6 mois, vous allez dire c'est pas beaucoup, c'est vrai, mais il y a quelque chose d'assez intéressant à noter tout de suite, c'est qu'après 6 mois de présidence polonaise, on va avoir pendant 6 mois un pays qui est bigrement intéressé aujourd'hui par les questions de défense et de sécurité en Europe et qu'il était moins il y a quelques semaines, qui est le Danemark. Pas besoin de vous faire un dessin pour vous faire comprendre qu'on va avoir un pays qui va suivre de très près ce qui va se vivre à travers la présidence polonaise. Alors on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez nos voisins et amis allemands. Donc la date, je l'ai dit, elle est toute proche, dans 10 jours. Et bien sûr, en matière de défense et de sécurité, c'est évident que l'Allemagne, d'abord Allemagne fédérale, puis Allemagne réunifiée à partir de 90, c'est un pays qui est très marqué par son histoire et c'est un pays qui, toutes ces dernières années, a été très marqué idéologiquement, politiquement, par un courant très, on peut qualifier de pacifiste, qu'on comprend très bien après tout ce que ce pays a pu vivre à partir de la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, et de toute cette, on peut dire, culpabilité collective liée à la Deuxième Guerre mondiale, liée à la Shoah, etc. Donc cette manière d'être marquée par son histoire, ça s'est traduit en termes de défense et de sécurité par quelque chose de très caractéristique, c'est que les budgets de défense en Allemagne ont toujours été des budgets faibles, à une période encore récente, vous voyez 2010 c'est pas vieux, on avait encore rapporté au PIB, l'Allemagne est une grande puissance économique avec un PIB important, le budget de la défense c'était à peine un peu plus de 1% du PIB. Autrement dit, les Allemands n'investissaient pas dans la défense, considérant que compte tenu de leur histoire, compte tenu qu'il y avait le parapluie américain, c'était pas à eux d'investir dans la défense pour eux-mêmes ou pour l'Europe. C'est clair. Il y avait d'autres éléments qui expliquaient cela. C'est ce qu'on appelle la loi fondamentale, c'est-à-dire ce texte, on pourrait le traduire par une sorte, non pas de constitution, il n'y a pas de constitution en Allemagne, mais ça tient lieu en quelque sorte de constitution qui prévoit effectivement que l'Allemagne n'a pas une vocation, entre guillemets, militaire. En outre, cette loi fondamentale, elle était confirmée, vous vous souvenez, on l'avait expliqué une fois précédente, par un traité qu'on appelle le traité de Moscou, qui date de 1990, qu'on appelle le traité 4+2, c'est-à-dire les 4 pays, donc les 3 qui étaient présents en Allemagne fédérale, États-Unis, Grande-Bretagne, France, plus l'ex-République fédérale allemande, et les 2 qui étaient la RDA et l'ex-URSS, puisque ça date de l'époque encore de Gorbatchev, qui avait accentué cette tendance, Gorbatchev ayant demandé que d'accord pour la réunification, mais à condition que les troupes allemandes ne dépassent pas un certain nombre d'effectifs qui étaient limités en nombre, je crois autour de 100 000 hommes, pas plus, et que l'Allemagne ne se dote jamais en propre d'armes nucléaires. Donc, vous voyez, il y avait ce traité 4+2 qui confirmait cette vocation, on peut dire, non militaire de l'Allemagne. D'accord.
Il y avait également en Allemagne, compte tenu des relations économiques fortes qui s'étaient tissées avec la Russie, eh bien, l'idée que la coopération économique, en particulier avec les hydrocarbures russes, allait tisser des relations de plus en plus normales avec ce pays dont on se méfie un petit peu, mais enfin, grosso modo, c'était la politique de Schröder, c'était la politique d'Angela Merkel. Plus on fera de commerce avec eux, eh bien, plus les relations s'amélioreront. Donc, en tous les cas, il n'était pas question, même quand on commençait à voir que la situation ne s'améliorait pas trop, on voyait bien sûr qu'il y avait des manœuvres militaires près de la frontière ukrainienne, pas question de renoncer à l'apport de gaz via Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Et il y avait même eu une décision allemande, puisque l'industrie d'armement allemande existait néanmoins, eh bien, il y avait une politique du gouvernement allemand qui disait d'accord vers des pays proches alliés, on veut bien vous fournir quelques chars Léopold ou des trucs comme ça, mais pas question vers des pays tiers dont on n'est pas totalement sûr. Autrement dit, une attitude assez restrictive, on peut dire en quelque sorte. Et il y a eu un réveil brutal. Le réveil brutal, on est en février 2022 et le chancelier Scholz, qui était plutôt jusque-là, on peut le traduire par assez pacifiste en quelque sorte, il découvre la réalité. Et la réalité, c'est cette agression des troupes russes et de la politique menée par le gouvernement de Poutine pour aller en pénétrer à l'intérieur de l'Ukraine. Et c'est lui-même qui dit, il faut faire face à cette guerre d'agression. C'est lui-même qui utilise ce terme. Et là aussi, le terme est très significatif. Il dit, on est en train d'assister à un changement d'époque. Donc l'Allemagne, plutôt très modérée dans ses options, plutôt pacifiste, il dit non, là maintenant il faut changer, on change d'époque. Donc arrêt progressif dans les semaines qui vont suivre des importations de gaz à travers Nord Stream. L'Allemagne va s'associer à toutes les décisions européennes, notamment sur ce qu'on appelle le système SWIFT, c'est-à-dire les transactions financières mondiales, à travers un système qui est au point entre pays occidentaux pour interdire aux banques russes d'y avoir accès. Les livraisons d'armes vers l'Ukraine, avec un petit peu de décalage au départ. Vous savez le reproche qu'on a fait aux Allemands, vous nous envoyez beaucoup de couvertures et de gilets pare-balles, mais pas beaucoup d'armes en fait. C'était pas tout à fait faux, il a fallu du temps pour que les livraisons plus importantes et plus efficaces parviennent à destination de l'Ukraine. Mais surtout, ce qui a frappé les observateurs, c'est ce fonds exceptionnel, alors d'une somme considérable, bien sûr, à l'échelle de ce pays, un fonds exceptionnel pluriannuel de 100 milliards d'euros, une somme que, bien sûr, aucun observateur, quelques semaines plus tôt, n'aurait pensé possible, de la part du gouvernement allemand, consacré à la modernisation, elle en avait besoin d'ailleurs, de la Bundeswehr, l'armée allemande. Et très vite, l'Allemagne va devenir, de tous les pays de l'Union européenne, et même de tous les pays européens, va devenir le principal soutien à l'Ukraine. Là, vous le voyez, alors je ne sais pas si du fond vous le voyez assez bien, mais on voit que, bien sûr, l'importance de l'aide américaine, c'est un total qui va depuis fin 21 jusqu'à 24, donc elle n'est pas tout à fait actualisée, ce document qui vient du Kiel Institute, l'institut allemand dont j'ai plusieurs fois dit la qualité des travaux. Vous voyez que les institutions de l'Union européenne sont aussi à un niveau assez intéressant. La particularité, c'est qu'il s'agit beaucoup plus d'aide financière pour permettre au gouvernement ukrainien de tourner, en clair, et aussi d'aide humanitaire. Il y a néanmoins une erreur, c'est que ce qu'on appelle la facilité européenne pour la paix, il y a des dépenses militaires qui n'apparaissent pas ici, qui devraient y être, mais c'est pas fondamental. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que l'Allemagne, de tous les pays d'Europe,
même un petit peu devant le Royaume-Uni, arrive en tête pour l'aide à l'Ukraine, y compris avec les moyens militaires. Donc vous voyez cette reconversion qui s'est opérée en très peu de temps pour permettre à l'Ukraine de disposer de moyens militaires assez importants. Et dans ce classement, alors vous repérez, peut-être certains parmi vous peuvent le regretter quelque peu, vous voyez très nettement les pays d'Europe du Nord qui, compte tenu que ce n'est pas quand même des très grandes puissances, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, qui sont des pays qui jouent un rôle très actif, et notre pays qui tient une place un peu plus modeste malgré tout. Voilà. Donc vous voyez en gros, l'Allemagne c'est pratiquement 3 fois ce que notre pays a accordé comme aide à l'Ukraine. Alors il y a ces élections qui approchent. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce qu'effectivement elles sont importantes. Il y a plusieurs tendances qui apparaissent pour ces élections. Il y a incontestablement une montée, comme dans beaucoup de pays d'Europe, une montée de l'extrême droite. L'extrême droite en Allemagne, c'est un courant autour de Alice Weidel ce qu'on appelle l'AfD, et qui est hostile à tout soutien à l'Ukraine. Fondamentalement hostile à tout soutien à l'Ukraine. Vous avez peut-être repéré quelques émissions que vous avez vues à la télévision où Elon Musk se fait le soutien de l'AfD allemande avec des émissions que quelquefois on se pince un peu lorsqu'on les entend tous les deux dire que Hitler était le plus grand communiste du XXe siècle. Bon, je vous laisse juger, mais on est loin de l'histoire classique en tous les cas. Alors il y a parmi le parti qui était au pouvoir, bien sûr, actuellement ce sont les sociodémocrates, le parti du chancelier Scholz, qui est en perte de vitesse, il n'y a pas de doute. Le chancelier Scholz, d'autant qu'au sein du SPD, donc les sociodémocrates, il y a une entente qui n'est pas parfaite. Le chancelier Scholz est devenu très très prudent dans l'aide militaire à l'Ukraine pour différentes raisons, mais peut-être aussi l'inquiétude d'un conflit qui se développerait par trop, à la différence de son ministre de la Défense qui lui est beaucoup plus populaire, qui s'appelle Pistorius, mais qui a bien déclaré qu'il ne se présenterait pas contre le chancelier Scholz pour l'accès éventuel au poste de chancelier. Dans la coalition actuelle, les libéraux n'en font plus partie puisqu'ils ont été écartés par le chancelier Scholz. La deuxième composante qui était importante, c'est celle des Verts. Les Verts qui en Allemagne ont une pratique de la gouvernance aux différents niveaux, des régions, y compris de l'État fédéral, qui est importante, beaucoup plus que chez nous. Et les Verts, c'est un électorat beaucoup plus nombreux, avec le ministre de l'économie, Robert Habeck, qui lui serait prêt à devenir chancelier, et quelqu'un qui, je vous avais cité à plusieurs reprises, qui est l'actuel ministre des Affaires étrangères, qui est un soutien très fort à l'Ukraine, qui s'appelle Annalena Baerbock. Voilà un peu les têtes les figures. On parlera un peu plus tard de celui qui a le plus de chances de devenir chancelier, c'est-à-dire qui représente la CDU-CSU, c'est-à-dire les chrétiens démocrates. Ça se passe dans un contexte où une partie de l'opinion, aimerait bien que l'on arrive à la phase de négociation, même si, il y a eu beaucoup de soutien, je l'ai dit jusque-là, même si l'Ukraine devait quelque peu en pâtir. Il y a de la lassitude, et sans envisager trop les conséquences pour le futur de l'Europe. Il y a une partie importante, pas majoritaire, mais importante en Allemagne, qui disent il faut que la guerre cesse. Alors vous n'êtes pas habitué à voir ces graphiques de sondage, et pourtant c'est la manière la plus claire et la plus explicite de les présenter, c'est-à-dire il y a la courbe principale et puis qui est environnée de nuages de points. Pourquoi ? Parce que, dans cette présentation-là,
c'est pas uniquement là de dire 32%, c'est qu'il y a des instituts qui sont à 31, à 30, à 33, donc cette présentation est plus exacte. Hein, elle est plus exacte, elle est moins lisible par contre, elle est moins lisible. Bon, voilà, il faut faire avec. Donc qui est en tête, ce sont les chrétiens démocrates, mais vous voyez une légère baisse ces dernières semaines. Ici, c'est l'extrême droite, comme quoi Non, pardon. Là, si, oui, en bleu, oui, c'est l'extrême droite, c'est l'AfD. Oui, en bleu. Vous me faisiez tout d'un coup hésiter. Alors, comme quoi, même si Elon Musk raconte beaucoup de bêtises, finalement, il ne semble pas que ça pénalise trop l'AfD, qui arriverait à un score autour de 21%. Bon. C'est quand même étonnant, quelqu'un qui n'est pas ressortissant du pays, qui peut raconter tout et n'importe quoi sur la vie politique allemande. Enfin, je ne sais pas. Imaginez que ça vienne se dérouler en France. Je ne sais pas ce que vous en penseriez, mais on serait quand même un petit peu surpris, me semble-t-il. Alors, en rouge, ce sont les sociodémocrates. Vous voyez qu'ils ont eu une perte de vitesse, et là, qui reste à un score quand même pas très élevé. Les Verts, ils reprennent un tout petit peu ici, là, ces dernières semaines. On va voir ce qu'il en sera dans les derniers jours, puisque là, on est tout près maintenant des élections. Donc, qu'est-ce qui sortira? Comme c'est le cas en Allemagne, eh bien, certainement un gouvernement de coalition. Est-ce qu'il y aura suffisamment au Parlement entre CDU, CSU plus les Verts, ou est-ce que ça sera une grande coalition comme on la connaissait du temps de Madame Merkel, entre CDU, CSU, plus les sociodémocrates? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que selon la composition, effectivement, ça pourra changer les choses en matière de politique de sécurité. Il y a une particularité actuellement, dans les jours qui viennent et actuellement, c'est la place de ce qu'on appelle le trio de centre-droit, qui est un trio allemand. Alors, Friedrich Merz, c'est très vraisemblablement le futur chancelier, donc c'est un chrétien démocrate. Bon, et donc il va jouer un rôle important au sein du Conseil européen. Jusque-là, c'était quelqu'un de très fort soutien à l'Ukraine, et pour une politique de sécurité active et cherchant à ce que on a parlé de ces fameux 100 milliards d'euros de la Bundeswehr, à les prolonger, et ce qui est très nouveau pour les Allemands, disant qu'il n'était pas contre un plan européen avec un prêt européen pour avoir une politique d'armement commune, un peu comme on l'a eu à l'issue du Covid. Pour les Allemands, c'est une sacrée révolution, hein, de penser qu'on puisse emprunter, y compris avec les cigales du sud de l'Europe qui gaspillent l'argent. Pour un Allemand, c'est pas évident, hein, ce genre de situation. Manfred Weber, c'est un parlementaire très connu en Allemagne et en Europe. C'est le président du groupe au Parlement européen, donc quelqu'un de très grande influence, parce que c'est le principal groupe au sein du Parlement, et là aussi, le Parlement va jouer dans les temps qui vont venir un rôle important. Et puis, même si, bien sûr, elle fait la distinction, elle est présidente de la Commission, point, elle n'est pas membre, ou elle n'est, en tant que présidente de la Commission, elle n'est pas membre de son parti d'origine, Ursula von der Leyen est également de la même origine. Mais ça veut dire qu'on a un trio qui a une certaine proximité qu'il ne faut pas majorer, parce que les positions ne sont pas forcément unanimes entre ces trois grands leaders européens. Je voulais vous montrer aussi quelque chose, parce que l'Allemagne, on dit, elle a des préoccupations essentiellement mercantilistes. Pour elle, grand pays d'exportation, elle regarde grand large. Elle regarde vers la Chine, vers les États-Unis, tout ce qu'elle peut exporter. Ça serait oublier la manière dont ces dernières années, elle a recentré une partie de ses activités vers l'Europe. Vous voyez, là, c'est les dernières données, toutes récentes. Elles ont besoin probablement d'être affinées à la virgule, mais en gros, elles sont exactes. Vous voyez que, bien sûr, États-Unis et Chine sont des grosses destinations d'exportation, mais tout de suite après, ce sont des grands pays européens.
les grands pays européens. Et peut-être vous êtes surpris de voir que dans ces 5 pays de tête, on va trouver la Pologne, on va dire un mot, un pays en pleine expansion actuellement. Donc ça veut dire que nos amis allemands, aujourd'hui, il y a un recentrage sur les questions de sécurité, sur les politiques européennes plus globalement, mais y compris dans leurs activités économiques. Bon, une petite galerie des portraits. Là voilà notre leader d'extrême droite qui, quelquefois, enfin, je n'ai pas envie de parler d'elle parce que parfois ça me donne des boutons. Hein. Monsieur Pistorius, personnellement, j'aurais bien aimé qu'il soit candidat à la chancellerie. C'est un social-démocrate qui est un homme d'une très très grande intelligence, mais il n'a pas voulu faire d'ombre à l'actuel chancelier sortant. Bon, c'est quelqu'un de très légitimiste, voilà, puisqu'il y a un chancelier qui sort. Un peu dommage, mais bon. Alors, voyons un peu ce qui va en être de la politique de sécurité au cœur du débat pendant les derniers jours de la campagne. Bon, je l'ai dit, c'est de loin le premier pays d'Europe pour le soutien à l'Ukraine, c'est important, mais avec des hésitations. Actuellement, le chancelier Scholz a bloqué 3 milliards et c'est entre guillemets un brin populaire et en même temps ça lui est beaucoup reproché par les hommes politiques qui font partie de sa coalition. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors je le cite, pas moi qui parle, je crains, alors c'est pour ça qu'il a bloqué cet argent, pour les finances de nos communes et pour nos retraites. Bon, tout rapprochement, ce qui pourrait se passer chez nous, bien sûr, n'est pas bienvenu, c'est en Allemagne que ça se passe. Alors il s'est attiré une réponse un peu cinglante d'Annalena Baerbock qui dénonce ceux qui cherchent à rapidement gagner quelques votes plutôt que d'assumer leurs responsabilités pour garantir la paix et la sécurité en Europe. Bon, bah la phrase, me semble-t-il, a une certaine justesse. Autrement dit, vous voyez, si on fait ça à grands traits, il y a Scholz qui s'inscrit un peu comme voulant être un peu le chancelier de la paix. Voilà, il faut essayer de limiter les dépenses et transferts d'armement vers l'Ukraine parce sinon il y a un risque d'escalade. Il y a les hommes politiques qui sont plus vers un soutien à l'Ukraine. C'est plutôt le cas de la CDU et des Verts. Vous voyez là-dessus, les Verts allemands et les Verts français, c'est pas la même chose. Et puis il y a ceux qui sont dans une opposition totale à ce soutien, comme dans d'autres pays d'Europe, c'est l'extrême droite. Voilà le chancelier allemand, Friedrich Merz, c'est lui qui probablement dans 10 jours sera celui que nous verrons sur nos écrans de télévision. Alors un grand débat, et puis après je vais en finir avec... C'est quand même un sujet important, c'est l'histoire de ce qu'on appelle les missiles Taurus. Alors peut-être vous avez entendu ou vu des reportages sur le sujet. De quoi s'agit-il? Le chancelier Scholz n'a pas voulu qu'on livre de ces missiles allemands à l'Ukraine, tout simplement parce qu'ils ont une portée supérieure ou égale à 500 km. Et que ces missiles, si vous regardez bien la carte, tirés depuis l'Ukraine, même si elle est en partie occupée, eh bien, ils peuvent atteindre la banlieue de Moscou. Ce qui est une vraie question, bien sûr. Donc, vous avez un débat politique en disant, même si les Russes ne se privent pas d'utiliser tous les missiles de longue portée dont ils disposent pour détruire notamment tous les équipements énergétiques de l'Ukraine, eh bien, est-ce qu'on peut livrer des armements qui pourraient atteindre des équipements militaires ou énergétiques au sein de la Russie elle-même? Voilà, ça c'est un débat. Et là-dessus, eh bien, dans la campagne électorale, c'est un moment de débat et qu'on peut comprendre. Hein. Alors le futur chancelier, Merz, disait il n'y a pas de problème, il faut livrer ces armements aux Ukrainiens, et puis depuis quelques jours, il est beaucoup plus nuancé.
Alors le Bundestag, comment il sera composé? Il y a 630 sièges. En Allemagne, peut-être certains connaissent le mécanisme, c'est un vote à la proportionnelle. Quand vous êtes un citoyen, une citoyenne allemande, vous mettez 2 bulletins dans l'urne, un bulletin pour une liste, donc la liste que vous souhaitez, je vote pour les Verts, je vote pour les chrétiens démocrates, voilà. Et il y a un deuxième bulletin qui correspond à des candidats de votre circonscription par ordre de ce que vous souhaitez. C'est-à-dire, une fois que vous avez sur la liste, voilà, qui est nationale des Verts, ils auront, mettons, 80 députés au Bundestag, eh bien, les noms de ceux qui sont souhaités dans ce qu'on appelle la liste complémentaire seront fonction du nombre de voix qu'ils auront recueillies dans les différentes circonscriptions. C'est un peu compliqué, mais bon, c'est un système qui marche pas mal depuis des années et des années. Attention, le choix des électeurs, la campagne, bon, je vous en parle à travers notre thème de cette année qui porte sur les politiques de défense et de sécurité, c'est pas la totalité des choix des électeurs. Il y a des politiques qui touchent aux questions de pouvoir d'achat, des politiques qui touchent à l'environnement, des politiques, tout ça bien sûr, hein, c'est clair. Bon, je reviens pas sur la campagne, j'ai déjà dit un mot là-dessus, voilà. Oula. Pardon. Ça fait rien. J'avais envie de vous parler de la campagne allemande. C'est fait, c'est fait. Je vois qu'il n'y a pas trop de personnes qui sont endormies. On va parler aussi un peu de nos amis polonais, parce que là, il se passe des choses que je trouve tout à fait passionnantes. Bon. Alors, en Pologne, ils n'ont pas de mal à réveiller un peu la présidence de l'UE après 6 mois de Viktor Orban. Voilà. Bon, il faut dire qu'ils ont davantage la cote, ça, il n'y a pas de doute. On va se poser 2 questions principales. Quels seront les grands axes de la présidence polonaise du Conseil de l'UE? Voilà, sur quoi ils vont insister. Et la question encore plus importante, est-ce qu'ils sont, parce que la Pologne, c'est pas l'Allemagne, c'est pas la France, est-ce qu'ils vont être en capacité d'impulser, comme pas mal de personnes le pensent aujourd'hui, d'impulser une véritable dynamique, presque un leadership sur le continent européen? Alors, je dis pas ça parce que j'aurais une sorte d'amour pour la Pologne, pas du tout, parce qu'il y a plein d'études qui sortent aujourd'hui sur ce thème-là, et pas des moindres. Alors, notamment à l'Institut de recherche je recherche le I d'initiative et sur la stratégie de Louise Subervi, et également de quelqu'un qui travaille à Paris-Panthéon-Sorbonne et à l'université de Wrocław en Pologne, qui s'appelle, alors le nom n'est pas si facile que ça à prononcer, Karolina Borowska-Iniewiecka. Hein, voilà, j'allais dire comme ça se prononce, n'est-ce pas, vous l'avez sous les yeux, qui ont écrit des textes tout à fait passionnants sur cette actualité. Quand on fait un peu de géopolitique, il faut toujours avoir une carte sous les yeux. C'est le b.a.-ba de quelqu'un qui s'intéresse à la géopolitique, c'est-à-dire de vous tous. Alors la Pologne, eh bien regardons ce pays. Ce pays, il a comme caractéristique, eh bien, d'avoir des voisins à l'est et au nord. D'abord l'enclave russe de Kaliningrad. Il a un pays à l'est qui est un pays, on peut dire, on serait revenu au temps de la guerre froide, on dirait un pays satellite de la Russie, qui est la Biélorussie. Et puis, même s'il n'a pas de frontière directement commune, la Russie qui est là. L'Ukraine, pays avec lequel il a une frontière importante, ici, et ça veut dire qu'avec l'Ukraine, c'est là, par là, que transite la plupart de l'acheminement de ressources de tout type vers l'Ukraine, qui passe essentiellement par la Pologne, un peu par la Roumanie, mais la majeure part, parce qu'il y a davantage d'infrastructures de communication, passe par la Pologne. Au nord, tous les pays qu'on appelle les pays de la Baltique, qui sont des pays proches, alors proches géographiquement, mais on va voir proches à bien d'autres égards.
pays baltes, pays scandinaves, et qui forment un groupe de proximité qui compte beaucoup aujourd'hui. Et puis vous avez au sud des pays assez différents, des pays comme la Slovaquie de Fico, la Hongrie, Viktor Orban, la Roumanie dont les élections ont été annulées par la Cour suprême, qui ont actuellement des tendances beaucoup plus populistes, on va dire. Donc la Pologne, elle est au cœur des problématiques d'aujourd'hui, concernant la vie, la défense et la sécurité de l'Europe. Pour les 6 mois qui viennent, le gouvernement polonais, pour la présidence qui est la sienne, présidence tournante, je le rappelle, elle a pris un slogan tout simple, sécurité Europe. On ne peut pas faire plus simple, mais en même temps qui retrace bien ce qu'elle entend faire à la tête de l'Europe. Alors on va regarder comment ça se traduit. Ça se traduit par une feuille de route où il y a d'autres éléments de sécurité, économique, environnemental, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel de la feuille de route pour les 6 mois, et j'ai mis entre parenthèses 12 mois, vous vous souvenez ce que j'ai dit à propos du Danemark qui va enchaîner après. 3 points. 3 points, renforcer la défense européenne et par quel levier? L'augmentation des dépenses militaires, le renforcement de l'industrie de défense, et un point, alors qu'on avait évoqué une fois, et où les Polonais, ils n'y vont pas par 4 chemins. Ils disent allez prélever uniquement 3 milliards d'intérêts sur tous les fonds russes gelés, ça ne suffit pas du tout. On n'a qu'à appréhender les fonds russes gelés, c'est des sommes considérables, 260 milliards d'euros, ou de dollars, pardon, et ça nous servirait grandement pour aider l'Ukraine. Ça, donc, ce sont 3 axes dans ce premier volet qui est renforcer la défense européenne. Ça suscite des débats, c'est clair, mais voilà, ça ils affichent ça très clairement et vraisemblablement, c'est des points qui seront discutés demain à la conférence de Munich. Accélérer le processus d'élargissement de l'Union européenne. Alors, le processus d'élargissement, vous savez, notre Union européenne, elle a des côtés sympathiques, mais elle a des côtés assez procéduriers, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour adhérer pour un nouveau pays, les derniers qui ont adhéré, Pologne, Bulgarie, Croatie, etc., dans les débuts des années 2000, il y a 35 volets, et puis il faut les remplir, il faut cocher toutes les cases. Eh oui. Autrement dit, c'est quand même un parcours presque du combattant pour y arriver. Et les Polonais disent, écoutez, dans les circonstances actuelles, si vous demandez, en particulier à l'Ukraine et à la Moldavie, qui sont les 2 pays auxquels ils songent, vous leur mettez un boulet au pied, ils ne vont pas y arriver. C'est clair. Donc, dans des circonstances comme celle d'aujourd'hui, il faut accélérer le processus d'élargissement en ayant conscience que cocher toutes les cases, c'est leur demander l'impossible. Donc, il faut accepter de faire peut-être quelques entorses sur les virgules qui manquent. Alors à la Commission, il y a toujours des gens qui rouspètent un peu. Ils sont dans leur job quand ils demandent que tout soit bien au carré, mais voilà, l'adhésion, est-ce que c'est un processus d'abord politique ou est-ce que c'est une procédure juridique? Voilà, c'est un vrai débat, ça. Et puis, la présidence polonaise, alors là, je pense qu'il y a des choses qui vont évoluer demain. Enfin, demain, je pense à la conférence de Munich. Jusque-là, les Polonais disaient, il faut affirmer que défense européenne et renforcement de la relation transatlantique ne sont pas incompatibles. Je crois que depuis 2 ou 3 jours, ils sont en train de bouger un tout petit peu, parce que... Alors les atouts de la Pologne, c'est bien gentil de dire la Pologne, elle est dynamique, elle fait avancer le schmilblick, etc. Qu'est-ce qui peut amener à dire ça? Il y a des éléments concrets, évidents. D'abord parce qu'il y a une hausse
des dépenses pour la sécurité et la défense qu'aucun autre pays ne connaît. Aucun. Hein? Aujourd'hui, on a rapporté au produit intérieur brut, qui lui-même, comme il y a eu une belle expansion économique, est assez important, c'est 4,7% du PIB. Le président américain qui nous crie à haute voix, il faudrait que les Européens dépensent 5% du PIB. Hein, vous avez entendu ça à plusieurs reprises, vous l'avez lu dans vos journaux. Si vous regardez bien, aux États-Unis, c'est un peu plus de 3%, c'est pas 5%. Hein, bon, ce qui est déjà un beau chiffre. Alors, en valeur absolue, c'est plus de 30 milliards de dollars, plus un fonds spécial de 12 milliards qui vient s'y rajouter. Alors on est entre 42 et 45 milliards aujourd'hui. Ils étaient seulement à 14 milliards en 2020. C'est-à-dire que leur budget défense et sécurité a triplé en même pas 5 ans. Aucun pays d'Europe ne peut dire la même chose. Aucun. Alors parce qu'il y a une conscience de la menace, c'est clair, hein, bien sûr, mais ça veut dire aussi qu'en valeur absolue, les chiffres que vous voyez sous les yeux, ne les retenez pas tous, c'est pas ça, mais ça veut dire que la Pologne, en valeur absolue, rejoint les principales puissances européennes. Globalement, le budget de la défense de la Pologne, il n'est pas très loin du budget de la défense français. Alors, on ne va pas les regarder de haut en disant, chers amis polonais, oui, mais nous, on est une grande puissance militaire. Oui, certes, on l'est, mais regardons ce qui se passe. Donc, autrement dit, quand ils disent, il convient, vous, autres membres de l'UE, d'augmenter vos budgets de défense, ils sont crédibles. Hein? Si ça venait d'un pays où, je sais pas moi, je prends même s'ils sont bien sympathiques nos voisins espagnols, où ils sont à peine à un peu plus de 1%, on leur dirait attendez, commencez à regarder ce qui se passe chez vous. Hein? Là, c'est pas le cas. Alors il y a ça, ils sont crédibles, et puis ils ont une sorte de duo de choc qui est quand même assez remarquable. Alors Donald Tusk, qui connaît parfaitement les rouages de l'Europe, il a été président de l'Europe. Il a lui-même tout un passé aussi au Parlement européen. Et il a comme ministre des Affaires étrangères Sikorski, qui est quelqu'un de très charismatique, on peut dire, qui a une faculté d'entraînement et de dire en peu de mots l'essentiel. Il y a 3 jours, je ne sais pas si vous avez lu une interview de lui, qu'est-ce qu'il a dit, si vous l'avez vu dans les journaux, je ne sais pas. En 2 mots, il a dit, mais attention, nous Européens, qu'est-ce qui se joue? Russes et Américains sont en train de nous refaire Yalta. Oui. Est-ce qu'il a complètement tort? Pas si sûr. Oui. Donc, vous voyez, une parole forte, concise et qui touche, en quelque sorte. Je vous ai dit qu'à proximité de la Pologne aussi, il y avait des pays dont ils étaient proches géographiquement, mais proches par les systèmes de valeurs, la manière d'appréhender les questions de défense, ce qu'on appelle le Nordic Baltic 8, les 8 qui sont autour de la Baltique. Et on va le regarder avec un petit tableau. Et le point aussi où il est très clair, le ministre des Affaires étrangères polonais, Sikorski, il dit, alors ça s'adresse aux Américains, qui veulent faire les choses directement avec Poutine. Il dit, vous pouvez penser ce que vous dites, ce que vous voulez. Nous, Polonais, on dit rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine. C'est ramassé, c'est concis l'expression, mais tout est dit. Alors, je pense que ça va être difficile à lire, mais ce que je veux montrer, on va le regarder un tout petit peu ensemble. Les pays de cet ensemble baltique, etc., ils ont une doctrine militaire qui tient la route. C'est des petits pays, certes, sauf la Pologne. Alors ça comprend Pologne, les 3 pays baltes, la Finlande, la Suède, le Danemark, et j'oublie qu'il fait partie de l'OTAN mais qui n'est pas dans l'UE, c'est de la Norvège. Donc il y a l'OTAN
l'OTAN, c'est la présence dissuasive, c'est la force principale de manœuvre, c'est tout ça. On en a besoin. C'est un élément fort de la doctrine militaire. Mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire, on ne va pas s'abriter derrière l'OTAN en disant, voilà, on est tranquille, c'est l'OTAN qui va faire. Pas du tout. Ils disent, il y a aussi une dimension, et où c'est à nous de nous prendre par la main, qui est l'intégration régionale. C'est-à-dire de bâtir des capacités d'action de défense par rapport à certains types d'agressions et où on a besoin d'être solidaire. Très bel exemple, c'est la guerre hybride dans la Baltique. Vous savez, ces bateaux fantômes qui, on ne sait pas pourquoi, à 60 mètres de fond, qui laissent traîner leurs ancres là où il y a des câbles de communication. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Jusque-là, on n'osait pas trop faire. Maintenant, tous ces navires, enfin, il y en a 3 qui maintenant ont été arraisonnés. Bon, on ne va pas prendre de gants par rapport à des gens qui pratiquent ce type de guerre hybride. Des forces conventionnelles, on a besoin, c'est-à-dire, nous avons besoin tous les 8 d'avoir des éléments de... On est des petits pays, mais ce qu'ils appellent des stratégies de retardement pour briser l'élan offensif ennemi. Alors l'élan offensif ennemi, bien sûr, il vient de l'Est pour eux, c'est clair. Bon. Et puis, le dernier élément, c'est pas le moindre, c'est la société civile. C'est-à-dire que, il y a une société civile qui connaît des formes de mobilisation pour mener des formes de résistance active et passive par rapport à une éventuelle occupation qui rende la situation impossible à d'éventuelles troupes qui viendraient stationner dans leur pays. Alors c'est intéressant cette forme de doctrine militaire parce qu'on se rend compte que d'abord il y a une véritable pensée qui est là sur les éléments de défense et qui vaut la peine d'être connue. Alors, je fais beaucoup d'élanges, il y a quelques limites aussi. Les limites, c'est qu'à proximité, notamment au sud de la Pologne, il y a de plus en plus de gouvernements ouvertement pro-russes. Alors, on connaît bien sûr la position de la Hongrie, mais il ne faut pas oublier la Slovaquie de Robert Fico. Fico, c'est un ancien communiste qui s'est recyclé dans l'ultranationalisme et qui maintenant roule pour Poutine en clair. Il y a l'attente, et même si la Cour suprême les a annulées, de nouvelles élections en Roumanie. C'est pas parce que la Cour suprême les a annulées que Georgescu, là, ce leader populiste, n'aura pas mal de voix. C'est possible, c'est même à craindre. Il y a des tensions internes en Pologne, puisque si Donald Tusk est très populaire, il y a néanmoins, toujours avec des pouvoirs, le président Duda qui appartient au PiS. Le PiS, c'est le parti nationaliste qui était au pouvoir avant que la coalition libérale pro-européenne accède au pouvoir il y a maintenant un peu plus de 18 mois. Et il se mène un petit combat feutré, pas si feutré que ça. Duda, par exemple, il dit « Oui, mais la solution, c'est d'avoir toujours plus d'Amérique en Europe. » Quand on connaît le locataire de la Maison-Blanche, on peut se poser des questions. Alors Donald Tusk lui répond aimablement « Oui, d'accord, mais la question, c'est d'abord de réveiller des ambitions européennes. » Bon. Alors les discordes, elles existent en Pologne, mais elles existent aussi à l'intérieur de l'Union européenne. Alors la dernière en date, vous êtes peut-être certains des lecteurs du Monde. Si vous avez conservé le Monde du 27 janvier, il y a un très bon article sur une page entière sur les ISANI en Europe à propos du programme européen pour l'industrie de défense qui est un peu tristounet. À propos de journaux, aujourd'hui, 13 février, je vous conseille, si vous le lisez ou si vous le trouvez chez votre marchand de journaux, dans La Croix d'aujourd'hui, il y a un très bon dossier de 3 pages sur Défense, l'Europe à l'heure des choix. C'est très bien fait.
Bon, Le Monde, La Croix, Libé, en gros, c'est les 3 quotidiens qui, sur les questions qu'on étudie, qui tiennent le plus la route, à mon avis. Alors, je reviens un peu à notre question de l'Édipe. C'est là où on voit qu'être à 27, c'est pas toujours simple. C'est une mauvaise querelle qui se passe. Une mauvaise querelle sur la question de l'industrie européenne. Alors tout le monde souhaite bien sûr qu'elle soit la plus convergente possible dans les budgets de défense. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit d'un budget européen, de l'Édipe, qui représente 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard d'euros. L'ensemble cumulé de tous les budgets de défense européens, c'est 324 milliards d'euros. 324 milliards, 1,5 milliard. Vous voyez l'écart. Alors il y a une querelle qui ressemble, on dirait, à une querelle de cours de récréation. Et en même temps, sur le fond, qui est quelque chose d'assez juste. C'est le fait que sur des fonds européens, il y a un pays, qui est le nôtre, qui dit il n'est pas question que sur des fonds européens, eh bien, on aille acheter des armes dans d'autres pays qui ne sont pas européens. C'est QFD. Vous allez dire, oui, c'est normal. Oui. Alors, seulement notre pays, à défendre cette position-là, il est à peu près le seul. Pourquoi? Eh bien, parce que si on reprend en particulier l'argumentaire d'un certain nombre d'autres pays, et notamment polonais, ils disent quoi? Ils disent l'autonomie, et notamment l'autonomie stratégique, c'est pas de taper du pied, un peu comme un gamin en colère, c'est pas favoriser les fabricants de l'UE, l'autonomie c'est augmenter le niveau des achats. C'est à court terme, c'est ça dont on a besoin. Bon, sachant que un très haut gradé de l'armée polonaise disait avec un peu d'ironie, si on attend les armes fabriquées par les industries françaises, malheureusement on risque d'attendre un certain temps. Pour la Pologne, dans la situation actuelle de faiblesse de beaucoup de budgets, eh bien, il faut utiliser les fonds, y compris cette somme d'1,5 milliard, y compris en dépensant hors de l'UE, là où il y a possibilité d'acheter, par exemple en Corée du Sud. Bon, alors les Polonais qui cherchent, dans le cadre de leur présidence, à arrondir les angles, qu'est-ce qu'ils ont proposé? Bon, pour faire plaisir à la France, ils proposent une décision qui serait prise par consensus, c'est-à-dire tout le monde vote par consensus, voilà, les 27, pour que tout le monde soit bien d'accord, et non à la majorité qualifiée, c'est-à-dire pour éviter que la majorité qualifiée, la France, soit mise devant une décision où elle serait la seule à ne pas voter pour, ce qui serait pas très sympathique pour notre pays. Voilà à peu près ce genre de choses, les difficultés, même si on veut aller de l'avant, vous voyez, il y a parfois des choses qui ont du mal à avancer. Quant au fond, alors parlons plus de l'avenir. L'avenir, c'est quoi? Les propositions qui sont à préciser et qui vont être certainement évoquées à la conférence de Munich, elles viennent en particulier de M. Kubilius, qui est le commissaire à la défense, c'est qu'il y ait prochainement une décision européenne pour envisager, alors vous voyez là on n'est pas du tout dans les mêmes niveaux, 500 milliards d'euros, c'est-à-dire presque autant que le budget post-Covid, consacré pour les prochaines années à la sécurité et à la défense. C'est-à-dire un livre blanc qui va paraître le mois prochain, mars 2025, et qui disent, voilà, nous Européens, si on veut être avec une certaine autonomie stratégique, voyant ce qui se passe dans les relations transatlantiques, eh bien, il faut nous doter de moyens conséquents. Il n'y a pas d'autres moyens. Vous remarquez d'ailleurs Kaja Kallas, l'actuelle haute représentante de l'Union pour les affaires de sécurité étrangère, Kubilius, tout ça c'est des gens des pays baltes. C'est des gens qui ont une sensibilité par rapport aux questions de sécurité qui est peut-être plus grande que l'on a que nous en Europe occidentale. C'est compréhensible.
Voilà, on a fait un long parcours sur les points d'actualité. Ça va, je vous ai pas trop saoulé? Non. Bon, ceci étant, regardez ce qui se passe demain à la conférence de Munich, mais je ne sais pas si on saura grand-chose, malheureusement. Alors, on va revenir à notre troisième partie sur notre état des lieux concernant la politique de sécurité et de défense commune. Donc là, on revient sur notre cours plus structuré, plus classique. J'allais presque dire plus fastidieux, mais non, ça va être très intéressant, vous allez voir. Cette politique, qui a déjà quelques années, les premiers éléments datent du traité de Maastricht, donc c'est pas nouveau, s'est inscrit dans les articles 42 et 43 du traité de l'Union. Donc ça a été, la dernière mouture, ça date du traité de Lisbonne. Il s'agit de quoi? Alors là, je reprends les termes mêmes du traité. D'assurer le maintien de la paix, d'assurer la prévention des conflits et de renforcer la sécurité internationale. Vous voyez que c'est les termes mêmes de la Charte des Nations Unies. Et cette politique, bien, quand et comment elle va être conduite? Elle sera conduite dès lors que le Conseil européen, c'est les chefs d'État et de gouvernement, vous vous souvenez dans la répartition des tâches, statuant à l'unanimité, donc c'est pas facile, il faut que les 27 soient d'accord, on aura décidé ainsi. Alors attention, on aura décidé ainsi, ça ne veut pas dire que c'est une opération qui est décidée pour assurer la sécurité internationale. Les 27 vont envoyer des militaires des 27 pays. Ça peut être quelques pays qui envoient des militaires. Mais la décision devra être prise à l'unanimité. Je vous rappelle, ça vous le saviez déjà, que l'UE ne dispose pas d'armée en tant que telle. Et que ce n'est pas, à la différence de l'OTAN, une organisation militaire intégrée. À l'OTAN, vous avez une organisation militaire intégrée avec un siège qui se trouve en Belgique, à Mons, avec l'ensemble des services qui permettent d'assurer tous les systèmes de commandement et de communication. Ce qui est clair, c'est que la politique de défense de l'Europe telle qu'elle existe dans les textes n'est pas une alliance de défense qui viendrait en concurrence de l'OTAN. Ça, c'est très clair dans les textes des traités. Dans l'avenir, peut-être que ça bougera, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le troisième alinéa, je rappelle ce que je viens de dire à l'instant. Le traité de l'Union prévoit que le Conseil, toujours statuant à l'unanimité, peut confier une mission à quelques membres qui disposent des capacités nécessaires. Aujourd'hui, par exemple, vous avez quelques membres de l'Union européenne qui participent à une mission utile, nécessaire, c'est pour permettre la sécurité maritime en mer Rouge. Il n'y a pas des navires des 27. Non. Il y a une frégate française, une italienne, et encore j'en suis pas très sûr. Voilà. Donc on peut déléguer en quelque sorte une tâche à quelques pays. Alors comment ça se répartit les responsabilités? Bon, les décisions pour les grandes opérations, c'est le Conseil qui les prend, et la Commission, elle met en œuvre les politiques qui concernent les industries d'armement et de recherche. Alors ça m'agace parfois sur les plateaux de télévision quand on voit que, à propos de l'Union européenne, elle n'est pas présente dans les politiques qui permettraient d'être davantage présent, et on voit une grande photo de la présidente de la Commission comme quoi l'Europe ne fait pas les choses. Ben non, c'est idiot de dire ça. S'il y a une photo à montrer, c'est les membres du Conseil
c'est eux qui prennent les décisions. La Commission, à la rigueur, on peut lui reprocher des choses sur l'avancement concernant la partie politique d'industrie d'armement. Mais ne reprochez pas à la Commission de ne pas avoir pris des décisions qui ne lui appartiennent pas, c'est-à-dire des décisions concernant des missions, des décisions qui relèvent du Conseil. Bon. Regardons un peu des cartes. Alors, il n'y a pas les noms, mais comme vous êtes des grands familiers de l'Europe, vous n'en avez plus besoin maintenant. Des cartes qui nous montrent les forces militaires. Vous voyez qu'il y a 4 grands pays qui ont des forces militaires importantes au sein de l'Union européenne. Allemagne, France, Italie et également la Pologne, donc plus de 150 000 militaires. Le Royaume-Uni en ferait partie, mais comme il n'est plus membre de l'UE, c'est pour la raison pour laquelle il n'y figure pas. Cette carte est intéressante parce qu'elle vous montre l'importance des budgets militaires rapportés à la richesse des pays. Et là, vous voyez quelque chose de très caractéristique, c'est l'importance des budgets de défense et de sécurité dans la partie orientale du continent européen. C'est-à-dire là où on a une forte sensibilité et conscience des risques qui peuvent peser sur notre continent. Beaucoup plus que dans d'autres lieux. Alors vous avez des pays en plus qui profitent de leur neutralité entre guillemets. Quelquefois, ça a un côté un tout petit peu agaçant. Vous voyez 2 pays, par exemple, que sont l'Irlande et l'Autriche, qui s'abritent derrière le fait en train de dire « Ah oui, mais nous, on n'a pas un gros budget de défense parce qu'on est des pays neutres. » Oui, bon, d'accord. Mais quand on sait que c'est de loin, surtout pour l'Irlande, les pays les plus riches par habitant de l'Europe, on s'est dit « Oui, d'accord, ça vous fait quand même une défense globale du continent qui est assurée à un coût intéressant pour vous. Hein, vous n'avez pas de charge. » Bon. Alors, les interventions. Je me réfère toujours à nos textes qui régissent la politique de défense de l'Europe, donc toujours avec nos articles, et en particulier le 43. Là, on va un peu plus près dans les détails. Qu'est-ce qui prévoit, notamment l'article 43 ? Alors, il y a 5 types d'opérations qui sont prévues par les textes. On les énumère rapidement. Il y a des opérations de désarmement, des opérations humanitaires et d'évacuation. Vous en avez eu il n'y a pas très longtemps lorsque c'était une confusion très grande à Haïti, par exemple, une île qui connaît souvent des troubles importants pour évacuer les ressortissants européens. Vous avez des opérations prévues de conseil et d'assistance militaire. On pourrait y associer aussi les questions de formation. Vous avez les opérations de prévention des conflits et de maintien de la paix. Alors souvent difficiles et parfois menées directement ou pour le compte de l'ONU, par exemple au Sud-Liban. Une opération pas très facile et il faut reconnaître que quelquefois on peut se poser la question de savoir si elles sont totalement pertinentes quand il y a des acteurs qui font tout pour quelque part un peu les saboter. Pas moins de 25 opérations quand même, c'est pas rien, de ces différents types ont été menées. Naguère, il y en avait pas mal qui se sont situés en particulier dans l'Afrique subsaharienne, au Sahel notamment. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la mer Rouge. On en a quelques-unes également, mais plus beaucoup en Asie du Sud-Est. Ici, vous avez le haut représentant de l'Europe pour les questions de sécurité et d'affaires étrangères. Alors c'est M. Joseph Borrell qui a été en poste jusqu'en décembre 2024. Il a été remplacé depuis cette date par Mme Kaja Kallas. Alors ce qu'on peut regarder, c'est le haut représentant, quelles sont ses fonctions,
sa nomination, ses pouvoirs, ses responsabilités. C'est un personnage assez important aujourd'hui. Ses fonctions, dit globalement, c'est la personne qui mène la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne. Alors il le fait au titre de l'Union européenne, pas de sa seule décision. Il a un cadre qui lui est précisé, mais avec quand même une certaine latitude. Et lui-même d'ailleurs peut saisir le Conseil de l'Union européenne en disant là il y a un problème, en tant que haut représentant, je vous saisis de tels problèmes auxquels on est confronté. Vous voyez, ça lui donne une responsabilité qui est quand même importante. Il représente l'Union européenne dans un certain nombre de conférences. Sa nomination, c'est une nomination qui suit la règle qui vaut pour les commissaires européens, c'est-à-dire c'est une nomination pour 5 ans. Pour 5 ans. Et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité est vice-président de la Commission européenne. C'est-à-dire Mme Kaja Kallas, aujourd'hui, est la vice-présidente de la Commission. C'est assez normal, au fond, parce qu'elle est dans des positions de responsabilité qui, effectivement, nécessitent qu'elle soit en phase à la fois avec le Conseil et à la fois avec la Commission. Les pouvoirs, elle les tient donc du Conseil, et elle mobilise pour ça aussi bien les services des ambassades de tous les pays de l'Union. Elle a également la main sur ce qu'on appelle le service européen pour l'action extérieure et sur le comité politique et de sécurité. Donc vous voyez, je ne rentre pas dans les détails, et elle a à rendre compte de ses actes devant, bien sûr, le Conseil, mais également, si la Commission, il y a ce qui n'est jamais arrivé pour l'instant, mais effectivement, une motion de censure qui est votée par le Parlement contre la Commission, la représentante ou le haut représentant suit le même sort. Alors, comme il y a la salle dans 5 minutes, il faut que j'active un peu. Là, c'est un propos de Mark Rutte, c'est l'ancien Premier ministre des Pays-Bas et c'est l'actuel secrétaire général de l'OTAN. Et il y a très peu de temps, il a dit une phrase qui résume beaucoup de choses qu'on a dites aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre choix pour les Européens que d'accroître leurs efforts de défense sur un calendrier court. Ça, c'est un élément important de sa phrase, pour représenter une attitude réellement dissuasive vis-à-vis du Kremlin. C'est le moyen pour contenir l'évolution des menaces. Et là, 2025, je vous montre la carte de l'Union européenne. Peut-être c'est là-dessus qu'on fera notre conférence du mois de mars. Et en se souvenant de ce que disait le ministre des Affaires étrangères polonais, en disant « mais est-ce qu'on ne s'achemine pas tout bonnement vers une sorte de Yalta ?» Et ce que je voudrais vous montrer la prochaine fois, sans squeezer totalement ce que j'ai à vous dire sur les politiques européennes de défense et de sécurité, c'est au fond de voir un peu en 2025 la situation et peut-être le devenir en termes géopolitiques de l'Europe par rapport à les 3 grandes puissances impériales qui sont en place actuellement, que d'aucuns appellent les 3 grandes puissances prédatrices. Alors vous allez dire, elles ne sont pas de même type, c'est vrai, mais vous avez un impérialisme militaire qui est typé Russie, dont les propos, si vous suivez ce qui est dit par les notables du Kremlin, et à commencer par M. Poutine, a comme objectif de retrouver les frontières de l'Empire. Très clair. Vous avez un deuxième type d'empire, c'est celui du milieu, dont la vocation est pas tant comme le premier cité de type militaire, mais de type de domination économique, technologique, mais aussi d'espace de domination.
c'est sur toute l'Asie-Pacifique, la mer de Chine méridionale, Taïwan et d'autres. Et avec qui les relations sont tendues. Le traité sur les investissements a toujours échoué avec l'Union européenne parce que les conditions ne sont pas remplies. Et puis il y a une troisième forme, et qui aujourd'hui nous interroge tous, c'est la manière dont se gèrent les à la fois économiques mais aussi politiques avec les États-Unis d'Amérique. Quand on voit ce qui nous paraissait comme des choses un peu farfelues, mais qui ne le sont pas forcément totalement. L'histoire de la manière dont se vivent les relations avec le Danemark ou des choses comme ça, mais qui est une relation qui n'est plus d'alliance totalement, une relation de deal à des fins économiques. Et la question qui est posée, et là-dessus il y a des auteurs qui commencent à sortir de très très bonnes études, c'est de savoir comment l'Europe se situe et se situera. Comme un espace régionalisé laissant les trois grandes puissances impériales dominer, ou est-ce qu'elle sera à même d'affirmer autrement une vocation de puissance? Et ça peut être intéressant. Je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.